Bonjour Alain Bauer. Bonjour. Vous êtes notamment professeur titulaire à la chaire de criminologie au CNAM, Conservatoire national donc des arts et métiers, et vous venez de signer avec François Bernard Huyghe un livre au PUF, Presse universitaire de France. Les terroristes disent toujours ce qu'ils vont faire. Avant d'arriver au terrorisme, nous allons revenir sur le terrain français et cette affaire de Villiers-sur-Marne. Vous savez que un commando très lourdement armé, projetant d'attaquer un fourgon blindé, eh bien s'est mis sur l'autoroute A4 à tirer au fusil mitrailleur sur les automobilistes et notamment sur des policiers qui étaient à leur trousse, et malheureusement au passage donc une policière municipale qui s'appelle Aurélie Fouquet, vous le savez, depuis le milieu de la semaine dernière et qui avait 26 ans, a été tuée par balle. D'où la première question que je vais vous poser ce matin, puisque en plus Brice Hortefeux, le ministre de l'Intérieur, a publié un décret donc autorisant les polices municipales à utiliser le fameux taser. Est-ce que ce taser est une nécessité? Et est-ce que face à des commandos de ce type, Alain Bauer, il ne faut pas carrément armer les polices municipales? Je dis pas comme le commando de Villiers-sur-Marne, mais les armer plus sérieusement qu'avec des pistolets électriques. C'est ce que vous devriez dire d'ailleurs, puisque la question est, des policiers nationaux armés poursuivaient des malfaiteurs armés et sont tombés sur des policiers municipaux armés, tout ce petit monde d'armes à feu, et le résultat est, est-ce qu'il faudrait pas mieux les armer? S'il faut mieux les armer, il faut leur offrir des tanks et des chars d'assaut. Il y a trois choses dans cette affaire. D'abord l'émotion. La jeune femme qui est morte en faisant son devoir. Elle a été reconnue très rapidement par le président de la République qui lui a octroyé la Légion d'honneur à juste titre. Ça devrait d'ailleurs être plutôt la règle. Deuxièmement, si elle avait été mieux armée, elle n'en aurait pas été moins en danger. Parce qu'aucun policier national ne dispose de Kalachnikov, de lance-roquettes ou d'autres équipements qui sont ceux des attaquants habituels. Là, on est face à du grand banditisme. De véhicules blindés. Et donc, ça n'est pas la réponse à la question. Pas plus que la réponse à la question. Mais là, je la posais pas sur cette affaire, je la posais globalement. Non, mais restons sur l'affaire. Globalement. Les policiers municipaux ont des missions qui sont clairement définies. D'abord, c'est l'histoire de la police en France que la police municipale. C'est la police d'État qui est une curiosité. Dans tous les pays d'Europe continentale et développées, ce sont les polices locales qui ont des missions locales. Et au fur et à mesure de la définition de missions plus grandes, on monte d'un niveau fédéral, national, international. Là, dans cette affaire, la police municipale a fait son métier. Elle s'est trouvée par hasard au milieu du champ de tir. Et malheureusement, et c'est la chose la plus importante, une jeune femme en est morte. Et une automobiliste grièvement blessée et d'autres plus ou moins blessés. Mais la police municipale aurait été mieux armée que ça n'aurait rien changé au risque. Pas plus que le fait de mettre des portiques, des scanners, des body scans n'empêche les gens de monter avec des explosifs, puisque c'est pas fait pour repérer les explosifs. Donc ce sont des mauvaises réponses. D'accord, mais en termes de dissuasion, là on va. Ça n'a dissuadé personne, puisque les malfaiteurs ont tiré d'abord sur des policiers nationaux, de même que le commando de l'ETA qui avait été interpellé pour contrôle de la même manière quelques mois plus tôt, avait tiré sans hésiter sur un policier national lui-même armé. Ça n'empêche rien. Quand il y a la détermination, la volonté, la surprise, l'affolement, c'est pas ça qui empêche les gens de vous tirer dessus. Alors ça n'est pas la question. La question c'est quelles sont les missions de la police municipale et dans quelles conditions elle peut les exercer. Moi je suis partisan personnellement de désarmer les polices municipales d'armes à feu et de les doter de tout le reste, y compris le taser. D'ailleurs ce n'est pas nouveau. Le décret avait déjà été publié puis annulé par le Conseil d'État. Il a visiblement été rédigé dans de meilleures conditions par l'actuel ministre. Et je pense que tout ce qui est en dessous l'arme à feu est un élément qui est utile pour protéger des agents publics, mais l'arme à feu doit être réservée à la défense et à la police d'État. Et quand les syndicats, justement, réclament, semble-t-il, jusqu'à présent, ils vont rencontrer le ministre au milieu de la semaine, d'être plus lourdement armés, les syndicats de policiers municipaux. Ils ont une revendication qui surfe sur l'émotion, mais en quoi répond-elle à la question Non, mais la question qui est posée, c'est en quoi ça empêcherait de se faire tirer dessus, puisqu'on tire sur des policiers d'État. La question n'est donc pas celle-là. Plus et mieux armés que les policiers municipaux. Le fait d'avoir un 357 Magnum ou un Glock vous empêche pas de vous faire tirer dessus à la Kalachnikov. Faut-il donner aux policiers municipaux des Kalachnikov? Vous verrez que soudainement, leur réponse va changer de nature, parce qu'eux-mêmes se rendent compte de l'absence totale de logique de ça.
Alors, faut-il mieux protéger les policiers municipaux? Sans doute. Faut-il mieux poursuivre et mieux réprimer les bandits lourdement armés? Indiscutablement. Et il y a sur la question de la violence en France une vraie question qui est posée aujourd'hui. Faut-il mieux armer les policiers municipaux d'armes à feu, voire de chars d'assaut? La réponse est non. alors, il y a eu une personne, donc, enfin, parmi donc ce commando, il y a au moins une ou deux ou trois personnes éventuellement d'après le ministère de l'Intérieur qui ont maintenant été identifiées. Sur les questions globalement de délinquance, ce qu'on appelle le grand banditisme, c'est-à-dire l'équipe de Villiers-sur-Marne, ça représente quoi exactement? C'est quelques dizaines de personnes en France, connues depuis longtemps. D'abord parce que le grand banditisme nécessite de se grouper à plusieurs. Là, le commando était visiblement entre 7 et 10 personnes dans plusieurs véhicules avec des moyens de communication. Et donc, ça nécessite une organisation, un butin plus important, un partage du butin plus compliqué, des moyens, notamment d'armement, mais pas seulement, relativement lourds. Il faut aussi des équipements pour éteindre l'incendie dans le fourgon. Il faut des moyens pour percer le fourgon. Donc, il y a toute une série de dispositifs et donc le nombre d'équipes est relativement faible. La police a été très efficace dans le passé et il en reste aujourd'hui relativement peu. D'ailleurs, le nombre d'attaques de fourgons est en chute libre depuis maintenant une quinzaine d'années, alors que le nombre d'attaques de distributeurs de billets, lui, augmente. Mais c'est donc un phénomène minoritaire. Ah, c'est un tout petit phénomène. Le grand banditisme dans la délinquance d'aujourd'hui. C'est très spectaculaire, mais ils sont très peu. Alain Boer, justement, parce que les chiffres de la délinquance, rituellement, à chaque fois qu'il y a une affaire, vous le disiez tout à l'heure, effectivement, l'émotion monte, et puis on réfléchit aux chiffres. Alors, quels sont les derniers chiffres en notre possession sur la délinquance en France? Alors, nous publions des chiffres sur la criminalité en France tous les ans et tous les mois, et nous publions une enquête de victimation qui permet de savoir ce que les gens ont subi et pas toujours ce qu'ils ont déclaré ou ce qui a été enregistré par les services. Ça évite le problème du débat ancestral sur la manipulation de la statistique, tous les ans également. Donc nous avons une idée assez claire de ce qui se produit en tendance. Sur les 10 dernières années, la délinquance contre les biens est en chute importante, les agressions contre les personnes sont en augmentation importante, et les escroqueries économiques et financières dues à Internet sont en augmentation relativement importante. Donc il y a des effets positifs et négatifs, des évolutions. À l'intérieur de ces évolutions, vous avez pour la première fois une baisse des agressions sexuelles alors qu'elles avaient très fortement augmenté au cours des dernières années. Un niveau d'homicide au plus bas de notre histoire. L'année dernière, nous avons atteint un plancher historique, environ 700. D'habitude, c'est 1000, 1200. Et nous avons un niveau d'homicide très bas. C'est quand même l'étalon historique de la violence dans un pays. C'est les homicides, les meurtres, les assassinats. Et puis, une augmentation importante de la confrontation avec l'autorité. Alors, pas seulement les policiers d'ailleurs, dont on dit souvent qu'ils sont pas polis, pas bien élevés, qui font du contrôle au faciès, mais aussi les pompiers, les agents des personnels de santé, personnel municipal justement, personnel éducatif, personnel social, EDF, gaz, etc. Il y a donc là un vrai sujet de confrontation avec l'autorité sous toutes ses formes. Mais est-ce que vous dites... Y compris par ce qui est très nouveau, le guet-apens. D'habitude, la confrontation avec l'autorité, c'est quand la police arrivait malencontreusement au milieu d'activités illégales. Là, on organise l'activité illégale, on fait venir la police et on la caillasse. Donc ça, c'est une nouveauté qui amène plusieurs milliers de blessés parmi les forces de l'ordre et les autres services publics, ce qui est là aussi une nouveauté. Il y a là un vrai sujet.